les échecs, les erreurs. Il n'y a rien qui fait plus grandir que ça. C'est une super bonne nouvelle, en fait, quelque chose qui se passe mal. Même si c'est très difficile à entendre sur le coup. Et maintenant, je commence à avoir suffisamment de maturité pour me dire « Ah, tiens, un coup dur, chouette, je vais en sortir différente, je vais en sortir grandie, je vais apprendre des leçons pour atteindre un certain degré de liberté dans ma vie. J'ai dû renoncer à d'autres formes de liberté. » Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Comme pour chaque militantisme, on n'allume pas un bouton le matin pour l'éteindre le soir, mais on vit avec son engagement, et j'en sais quelque chose. Lorraine dort peu. Elle aime travailler la nuit en buvant du thé. Elle fume, pas beaucoup mais déjà trop. Lit beaucoup, mais jamais assez. Au milieu de ses passions engagées dans le féminisme, Lorraine trouve un certain équilibre grâce à l'amour de son chien et à ses déconnexions régulières des réseaux sociaux. Elle retrouve souvent la nature aussi, pour toucher la lenteur, les cycles naturels, sentir l'odeur des champs et écouter le bruit des oiseaux au réveil. De la rédaction chez Elle au Grand Journal sur Canal+, en passant par C8 et France Inter, Lorraine est aujourd'hui l'animatrice de La Poudre. Elle écrit des livres aussi et donne des conférences au carreau du Temple. Avec Lorraine, on parle d'écriture, de féminisme, de succès, de ce qu'est être adulte, de réseaux sociaux et de liberté. Cet épisode a été enregistré à Paris, à la Cité Audacieuse, que je remercie particulièrement pour l'accueil qui nous a été fait. C'est un échange intime et j'espère que vous terminerez cette écoute avec l'envie folle de vous engager. Salut Lorraine. Salut Victoria. Merci beaucoup d'enfin recevoir mon micro jaune. Ça fait plusieurs mois, ça fait 1 an je crois à peu près que je t'ai envoyé mon premier mail et qu'après j'ai usé de relance c'est vrai pour que tu m'as relancé. Mais t'as bien fait parce que tu vois, finalement on a réussi. Exactement, donc merci beaucoup d'avoir trouvé ce temps-là. Lorraine, tu es journaliste, essayiste et féministe engagée. Tu es de celles et ceux qui ont eu cette chance, dès très jeune, de savoir quoi faire, puisque déjà à l'âge de 12 ans, tu voulais être journaliste. Dans ton livre Présente, tu dis « Il était évident pour moi qu'il s'agissait là du plus beau métier du monde, puisqu'il consistait à pratiquer intensément mes 2 activités préférées, soit lire et écrire. » D'où te vient cet amour pour la lecture et l'écriture, Lorraine ? J'imagine que c'est mes parents qui me l'ont transmis. Je sais que quand j'étais petite, quand j'avais un cadeau, une récompense, voilà, que j'avais une bonne note, j'avais fait une bonne action, ma mère elle m'offrait toujours un livre. Donc voilà, j'ai été beaucoup encouragée dans la lecture. L'écriture aussi, ça m'est venu tôt. J'ai toujours eu un journal intime, mais vraiment toute ma vie, quoi. Je crois que j'ai dû commencer à écrire dans un journal intime quand j'étais en CE1. D'ailleurs, je les ai encore, c'est hyper drôle. Donc ouais, je pense que c'est des activités qui correspondent à ma personnalité, parce que quand j'étais petite, j'étais aussi quelqu'un d'un peu timide en fait, un peu sensible, un peu réservé. Donc le fait de m'isoler dans un livre, j'étais un peu solitaire comme ça, et ça me convenait bien. Ouais. Et en quoi l'écriture, ça t'a aidé à te construire personnellement ? Écoute, je sais pas si au moment où je le faisais, j'avais conscience en fait qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'accompagnement ou de développement personnel, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que le fait d'avoir écrit ce que je pensais, qui j'étais, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est assez exceptionnel en fait, parce que c'est sur le long terme quoi qu'on se rend compte de l'intérêt de garder ces traces dans un journal, et qu'on se rend compte aussi qu'on refait toujours les mêmes boucles et que parfois on a l'impression de traverser quelque chose pour la première fois, et en fait on se rend compte que non, on est déjà passé par là, et ça aide du coup à avancer et à sortir de ces schémas. Et alors quel souvenir tu as de la petite fille de 7 ans qui était Lorraine ? Je pense que j'étais une petite fille un peu particulière.
J'étais très curieuse. Je posais énormément de questions. Je sursoulais mes parents. Ma mère, elle m'a dit, vraiment, elle m'a toujours dit, vraiment, tu posais des questions, mais toute la journée. Et c'était épuisant parce qu'il y avait toujours un moment où on pouvait plus te répondre. Et pourquoi l'herbe, elle est verte? Et pourquoi les étoiles, elles sont là-haut? Et pourquoi la dame, elle a dit ça? Et pourquoi? Enfin, j'étais tout le temps, très curieuse. Ouais, très sensible aussi. J'avais la réputation d'être un peu pleurnicharde, de beaucoup, beaucoup pleurer. Tu l'es toujours? Très émotive, ouais. Mais après, voilà, aujourd'hui, j'ai identifié, j'ai mis des mots, l'hypersensibilité. Voilà, j'ai eu quelques diagnostics qui m'ont permis de mieux comprendre. Mais quand j'étais petite dans les années 80, on n'analysait pas ça, quoi. Donc voilà, et puis j'étais bonne à l'école, j'adorais ça. J'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Casamajou, que j'adorais, qui m'a appris à lire, à écrire, qui venait du Sud, qui avait l'accent du Midi. Et ma grand-mère qui m'élevait, elle avait l'accent du Midi aussi, donc je disais rose et jaune dans la classe, et tout le monde se moquait de moi, sauf Madame Casamajou qui me disait c'est comme ça qu'on dit. donc voilà, non, j'ai des bons souvenirs de mon enfance. Et à 15 ans, tu avais déjà ta route toute tracée, ta stratégie de vie faite, Sciences Po, l'ESJ, intégrer la rédaction à Elle, 3 cases que tu as finalement cochées avec brio. Pourquoi cette envie finalement de tout planifier? Est-ce que ça traduit une peur de laisser trop de place à l'inconnu ou juste une envie de contrôler ta vie? Waouh, c'est une super bonne question. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, ouais. C'est vrai que j'ai besoin de script, y compris d'ailleurs quand je fais mon émission. Tu vois, là, je vois que tu as une simple feuille. Moi, quand je fais une interview, j'ai 20 pages de questions très, très écrites. Et effectivement, je pense que c'est pour me rassurer, ouais, que c'est pour pas perdre le contrôle. Peut-être aussi parce que je me méfie de mon cerveau qui part toujours un peu dans tous les sens, et donc du coup, je tente de canaliser. Après, c'est aussi une forme de détermination que j'avais. Oui. Enfin, j'avais l'impression que c'est ce que j'ai toujours donné comme conseil en fait aux gens qui viennent me voir, souvent des jeunes, des stagiaires ou des gens de ton âge qui me demandent des conseils. Je dis toujours, ce qu'il faut savoir, c'est où tu veux aller. Enfin, quand je reçois un mail où on me dit est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un stage dans les médias? Moi, je réponds genre non. D'abord, tu me dis où tu veux faire ton stage, et après, je vois si je peux t'aider. Dis-moi si tu veux faire un stage, je sais pas, à France Culture avec. Enfin, bref, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que le fait d'avoir des objectifs très déterminés, bah, ça les rend plus faciles à atteindre, quoi, parce qu'il faut simplement viser dans le mille. Donc, je pense que c'est pour ça que j'avais aussi fixé ces choses sans. Il n'y avait pas de plan B, quoi. C'était ça, donc fallait que je le fasse. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es autorisé justement des écarts ou à te dire ok, j'ai une ligne directrice qui est de devenir journaliste, mais je vais aussi laisser place à un peu d'inconnu, un peu de surprise, un peu d'opportunités que j'avais pas planifiées. Est-ce que même à petite échelle, il y a eu des moments dans ta vie décisifs comme ça qui sont arrivés dans ta vie par hasard que tu n'avais pas du tout planifié sur tes listes? Bah oui, quand même. Dans ma vie personnelle, puis je suis quelqu'un aussi qui aime bien faire la fête, donc c'est aussi le paradoxe qu'il y a toujours eu dans ma vie, quoi. C'est que j'ai toujours eu à la fois ce côté très bonne élève, super planificatrice, et en même temps ce côté un peu imprévisible où je pouvais me retrouver à 6h du matin dans un endroit inconnu sans savoir très bien comment j'avais atterri là. Donc voilà, donc oui, je me suis quand même un peu amusée. Après, quand j'ai commencé à faire mes études à Sciences Po, j'ai quand même eu d'autres envies à un moment. Je me voyais bien faire une carrière plutôt diplomatique. J'avais fait l'option relations internationales, j'aimais vraiment beaucoup voyager. Je prenais beaucoup de plaisir aussi au droit européen, au droit international. Donc je m'étais renseignée j'avais passé les concours du Quai d'Orsay, je m'étais renseignée aussi pour le collège de Bruges, pour être fonctionnaire européenne. Quand j'avais fait mon année Erasmus en Espagne, j'avais fait un stage à l'ambassade de France à Madrid. Enfin voilà, j'avais eu quand même cette petite tentation là. Et mais voilà, par exemple, mon année Erasmus en Espagne, ça a été quelque chose où je m'attendais pas à tomber autant amoureuse d'un pays. D'ailleurs, je l'ai prolongé vraiment. Je suis restée au lieu de rentrer à la fin de l'année scolaire en juin, je suis restée jusqu'au 1er octobre, genre la veille de la rentrée de Sciences Po à Strasbourg, parce que j'étais trop bien là-bas, quoi. Je m'étais fait des amis, j'avais trouvé une langue dans laquelle je me sentais super à l'aise. J'adore ma personnalité en espagnol. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand on parle d'autres langues, parfois on a une autre personnalité. Ah, alors elle est
je comment me sens très bien en espagnol. Je sais pas, je trouve qu'en espagnol, il y a une espèce de tellement plus grande aisance justement à exprimer les émotions. Et donc l'hyper expansivité espagnole me convient bien plus en fait, j'ai l'impression, enfin à certains aspects de ma personnalité en tout cas. Donc je me sentais vraiment bien en Espagne et je me suis fait beaucoup d'amis là-bas et je continue d'y aller tout le temps. Et ça, c'était pas quelque chose que j'avais prévu dans ma trajectoire d'avoir des attaches à Madrid encore maintenant 20 ans plus tard. Et ta personnalité change aussi peut-être en fonction des pays, dans le sens où la culture est différente et où les codes ne sont pas les mêmes non plus. Je sais qu'en Espagne, on est beaucoup plus peut-être moins rigide justement qu'en France, plus vivons la vie telle qu'elle est et plus festive, plus joyeuse. Enfin, c'est l'image que j'en ai du moins. Oui, c'est sûr. Les modes de vie sont très différents. Moi, ils me conviennent bien aussi. J'aime bien vivre la nuit, faire la sieste l'après-midi. Ça m'est très naturel. Mais il y a vraiment ce truc de langue. J'ai toujours trouvé que on devenait quelqu'un de différent quand on parlait couramment une autre langue et c'est vraiment, enfin, je sais pas, j'ai pas le même caractère en anglais, en espagnol et en français, quoi. À quel moment tu as eu le sentiment de devenir une adulte pour de vrai? Il y a la réponse un peu évidente où je me souviens bien du jour où j'ai quitté la maison de mes parents à Orléans, à bord de ma petite Clio, avec à l'arrière des cartons et voilà de quoi meubler mon premier studio d'étudiante à Strasbourg. Donc ça, c'était quand même un moment assez décisif. J'avais 19 ans, je pris la route toute seule. Oui, c'était très fort, mais je me sentais encore très très bébé au fond. En tout cas, j'étais encore très bébé. Il y a plein de moments, et puis même encore maintenant, je suis encore en train d'attendre de devenir adulte. Je pense qu'on peut passer sa vie entière à chercher ce moment où on sera parfaitement stabilisé et en fait, il vient pas. Enfin, je veux dire, ça dépend ce qu'on appelle être adulte, quoi. Mais voilà, il pourrait y avoir les premiers drames, les premiers deuils. C'est sûr que ça fait grandir. La maternité, ça fait grandir. Les échecs, ça fait grandir. Mais je suis encore en train de devenir adulte et je me sens vraiment pas si éloignée de la Lorraine de 19 ans qui partait pour Strasbourg avec ses cartons. Ouais. Mais tu te sens stable aujourd'hui ? De plus en plus, ouais, de plus en plus. Stable au sens matériel déjà. J'ai l'impression d'avoir installé quelque chose qui est quand même assez sécurisant. Après, au niveau de mon entourage, au niveau de ma famille, je sais sur qui je peux compter. Enfin, voilà, c'est chouette d'avoir 40 ans pour ça. Mais après, voilà, j'ai encore ces grandes exaltations qui me saisissent et c'est peut-être agréable. Et quand tu avais 20 ans, est-ce que quand tu pensais à la vie des grands, t'imaginais ça comme quelque chose de sérieux, ou au contraire de folie, de liberté ? Est-ce que tu avais un petit peu une image de ce à quoi représentait la vie des grands ? Ou pas du tout ? J'ai grandi dans les années 80, donc c'était quand même une époque où c'était encore très archétypal, la vie adulte. Voilà, c'était se marier, avoir des enfants, avoir un travail, aller au bureau le matin, avoir un CDI. Donc je pense que je me suis vraiment aussi beaucoup construite dans cette idée, d'autant plus que ma mère, elle avait vraiment cette volonté-là, je pense, de cocher toutes ces cases-là, de réussir. Peut-être là où sa propre mère n'a pas réussi à cocher tout ça. Ma mère, elle avait vraiment à cœur de élever ses filles, travailler. Enfin, c'était vraiment la femme des années 80 qui avait pas forcément conscience qu'il y avait une arnaque dans l'histoire, parce qu'elle était encore en charge de toute la maison, de l'éducation des enfants, tout en ayant un travail assez prenant avec beaucoup de responsabilités. Donc je me suis vraiment construite dans ce modèle-là. Et d'ailleurs, je l'ai accompli. À 30 ans, je me suis pas mariée, mais à 30 ans, j'avais un CDI, j'avais un emploi stable, j'avais 2 enfants, je vivais avec un garçon très bien, et c'était gagné, quoi, dans ma tête. Sauf que la vie est plus compliquée que ça et que c'est pas forcément en s'adaptant aux cases qu'on nous a prémoulées qu'on va forcément trouver l'endroit le plus adapté à soi. Oui, ta vision de la réussite, elle a évolué. Tu as gravi donc les échelons chez Elle, jusqu'à devenir rédac chef, donc ton rêve de petite fille. Et puis tu es devenue chroniqueuse au Grand Journal à Canal+. Donc aux yeux des autres, tu avais réussi. Mais toi, tu ne t'es jamais sentie aussi éloignée finalement de toi-même, c'est ce que tu dis. Alors aujourd'hui, c'est quoi réussir finalement ?
Écoute, je pense vraiment que, en tout cas, ce qu'on appelle la réussite dans la société actuellement, c'est-à-dire en gros être célèbre, être visible et gagner de l'argent, on peut pas être plus éloigné en fait de la réalité de ce que c'est, je pense, une vie réussie. Et tu aspirais à ça avant? Je pense, j'aspirais pas forcément à la notoriété ou à la visibilité, mais il y a une espèce de mécanique en fait, c'est-à-dire que quand tu rencontres du succès dans ton podcast ou dans les articles que j'écrivais elle, forcément t'as ton nom qui commence à être connu, ton visage qui commence à être connu, et quelque chose qui se fait de façon quasi naturelle quoi. Et tu te dis que voilà, ça va avec, c'est logique. Voilà, gagner de l'argent, je pense que c'est important d'avoir une autonomie financière, surtout je trouve en tant que femme, enfin voilà, d'être capable de prendre des décisions, notamment d'ordre amoureux ou familial, sans dépendre de contraintes matérielles. C'est un privilège immense que j'ai depuis longtemps, et ça c'était vraiment important pour moi, je pense. Donc ça, c'est une forme de réussite aussi. Mais à mon avis, une vie réussie, c'est une vie où il y a de l'amitié, par exemple. Ça, je pense que plus j'avance, plus je m'en rends compte. La réussite, c'est ça. Et puis, c'est aussi être à un endroit d'alignement profond avec ses valeurs. Je pense que si on fait un travail, même s'il nous rapporte beaucoup d'argent, même s'il nous apporte beaucoup de prestige, si on est obligé de faire taire des valeurs importantes pour nous, qu'elles soient politiques ou morales, c'est un échec en fait. Donc on peut pas être heureux en étant dans une telle contradiction. Donc je dirais que la réussite, c'est ça, ouais, c'est l'alignement avec ses valeurs. Et le succès, à quel moment tu juges qu'il est atteint? Parce que justement, tu vas me dire, mais est-ce que tu avais l'impression de rentrer dans une certaine lessiveuse au moment où ton nom et ton prénom ont commencé à s'inscrire dans les journaux, au moment où tu as commencé à être visible finalement, et où peut-être que la jeune Lorraine de 18 ans aurait été hyper satisfaite d'elle-même, fière d'elle-même? Le jour où c'est arrivé, est-ce que tu t'es dit mais c'est pas encore le succès, il faut encore plus, il y en a qui font mieux que moi, il y en a qui font encore plus haut. Elle est où la jauge? À quel moment tu te dis là c'était bon, c'est réussi? Je me suis jamais dit j'en veux plus, je me suis jamais dit je vais être en couverture de magazine. Vraiment, ça a jamais été mon moteur quoi. Vraiment pas. Moi, je suis vraiment plutôt quelqu'un d'assez timide en réalité. Je déteste me voir en photo. Enfin voilà, c'est pas du tout quelque chose que je recherche, sans absolument un instant juger les personnes qui aiment ça, parce que enfin voilà, moi je suis hyper admirative de meufs comme je sais pas moi, Léna Mafouf ou Jeanne Damas, qui est une amie, enfin voilà, qui se servent de leur image, qui mettent en scène leur personnalité, Angèle. leur vie, ou Angèle, voilà, c'est des femmes que j'adore suivre, que j'adore regarder, un peu de toute façon même parfois groupie quoi. Et je trouve ça fabuleux. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je sais faire, que j'aime faire. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je me montre jamais. Enfin, je montre pas beaucoup mon visage, je montre jamais ma vie, je montre jamais mes enfants. Donc cette visibilité de moi-même n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Par contre, le succès, c'est de voir que des femmes que tu admires écoutent ton podcast. Ça, c'est extraordinaire. Moi, les moments de plus grande satisfaction professionnelle que j'ai eu, c'est quand Judith Butler m'envoie un mail après une interview en me disant that was one of the best interviews I ever had, ou enfin voilà, des trucs comme ça, ou quand Maggie Nelson vient en France et qu'elle demande à me voir parce qu'elle avait adoré mon travail la dernière fois, ou quand je finis une interview avec une artiste, une comédienne, une chanteuse, une écrivaine qui me dit waouh, enfin quelqu'un a vraiment compris ce que j'essayais de dire dans mon livre ou dans mon... Là, je suis hyper contente. Là, je me dis ça c'est la réussite, ça c'est le succès, parce que j'ai bien fait mon travail et il est apprécié et il est vu. D'ailleurs, peut-être que ce besoin de validation est un peu névrotique aussi, hein, ça fait réfléchir. Mais en tout cas, c'est vraiment là que j'ai cherché les satisfactions liées au succès. Et tu as aussi dit, alors j'ai fait beaucoup de recherches pour cette interview, donc je sais plus où je l'ai lu ou entendu, mais tu as dit que le succès pouvait aussi être... Ah, Romy, le chien. Robin, non. Robin, Tu ne manges les pas. câbles. Tu ne manges pas le câble. C'est pas bien. Pas bouger. C'est bien. Désolée. Et donc, tu as eu dit que le succès pouvait être antinomique au bonheur. Pourquoi ? Eh ben, justement,
Pour cette question de visibilité, je pense que ça a aussi un coût. On voit bien, en fait, dès l'instant où on atteint un certain niveau de visibilité, les gens... Enfin, c'est normal d'ailleurs, hein, comme dans la vie, il y a des gens qui nous aiment bien, des gens qui nous aiment pas, sauf que là, comme on est vu par beaucoup plus de monde, ceux qui nous aiment pas sont plus nombreux et faut entendre des choses qui sont pas forcément toujours faciles à entendre. Voilà, après peut-être aussi effectivement qu'il peut y avoir cette envie de faire mieux, mais en même temps voilà, comment faire mieux Ouais, j'ai dû dire ça à un moment où j'étais en train d'être cyberharcelée, quoi. C'est ça aussi. Comment tu as vécu ça et surmonté ça? Le cyberharcèlement. Écoute, en enlevant petit à petit ma présence sur les réseaux sociaux, en quittant Twitter par exemple, qui est un endroit où quand même où c'est assez violent, en prenant des distances aussi assez régulièrement avec Instagram, et puis en parlant aussi avec des proches, avec des amis. Ça c'est aussi un endroit où on peut toujours trouver du réconfort. Mais le cyberharcèlement c'est vraiment un phénomène qui malheureusement ne touche pas que les femmes visibles, qui touche absolument tout le monde en fait. Il y a personne qui peut réellement échapper à cette mécanique-là. Et moi, je suis de plus en plus en fait inquiète de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sans vouloir avoir l'air d'une vieille réac. J'ai pas du tout envie que mes enfants se créent un compte sur les réseaux sociaux demain, parce que je vois pas, il y a pas un jour en fait où il y a pas une violence qui s'exerce contre quelqu'un. Et puis voilà, des violences qui peuvent en plus de surcroît être sexistes, être racistes, être grossophobes, être antisémites. Enfin, c'est un lieu vraiment d'exacerbation en fait des violences sociales et où j'essaye de me tenir de plus en plus en retrait et j'ai remarqué que plus je me tenais en retrait, plus le taux de bonheur montait. C'était ma question justement. Ouais. J'ai suivi le fait que tu prenais régulièrement des posts de réseaux sociaux. Ouais. Comment tu te sens en fait quand tu n'as pas ces réseaux sociaux-là? Est-ce que tu te sens libérée de quelque chose? Quel mécanisme ça crée en toi? Le moment où tu mets off pour une semaine, je sais pas d'ailleurs la durée. Généralement, je coupe pour au moins 2 mois parce qu'il faut vraiment justement, en fait, c'est pas que moi quoi. Ce sont des outils qui sont conçus pour créer une addiction, qui vont vraiment appuyer sur les petits endroits, les petits neurotransmetteurs de ton cerveau où ça produit de la satisfaction. Le fait de scroller sans fin, c'est très satisfaisant. Le fait de faire défiler des stories ou des vidéos sur TikTok, ton cerveau il fait encore. Ah mais c'est créé pour, parce que les créateurs eux-mêmes l'empêchent à leurs enfants. Exactement, oui, on a vu le même docu sur Netflix apparemment là, derrière nos écrans de fumée qui moi était vraiment il y a eu un avant un après ce docu. Et en même temps c'était rassurant, je me suis dit en fait je suis pas malade, c'est-à-dire au contraire je suis parfaitement normale quoi. Et donc je pense que pour vraiment te désintoxiquer réellement, enfin c'est comme pour arrêter la cigarette ou quelque chose oui, c'est une drogue. Voilà, qui est une addiction, il faut le faire sur une certaine période pour que ça prenne et c'est assez hallucinant de voir à quel point moi mon niveau d'anxiété va diminuer au bout d'un mois sans réseaux sociaux du tout. Et j'aimerais bien en fait le communiquer. Enfin, parfois je me dis, il faudrait que je fasse un post pour le dire. En fait, c'est débile. Du coup, je le fais pas. Et puis encore une fois, c'est des outils aussi qui sont tellement chouettes, qui sont tellement merveilleux, dont je me suis servi moi pour faire connaître mon travail, qui sont essentiels à la diffusion des idées féministes. Il y aurait pas eu MeToo. Enfin, MeToo, c'est un hashtag, il faut quand même le rappeler. Il y a énormément aussi de militantes et militants qui s'organisent à travers ces réseaux. Donc l'idée, c'est pas du tout de jeter l'opprobre, mais par contre, s'en servir sciemment, connaître les mécanismes d'addiction que ça engendre, et surtout prendre conscience du fait que ça libère 3, 4, peut-être 5, 6, peut-être même plus d'heures par jour pour faire des choses intéressantes en fait, genre lire, aller au cinéma, s'intéresser à des thématiques, échanger avec des gens, enfin la vraie vie quoi. Et ça permet aussi de choisir en fait la temporalité dans laquelle on a envie d'être. On n'a pas forcément envie d'être toujours le nez dans l'actualité. Parfois, si on a envie de s'intéresser à la phénoménologie de Merleau-Ponty pendant une semaine parce qu'on vient de découvrir le truc et qu'on veut tirer un fil, on n'en a rien à foutre de ce qu'a dit Mélenchon avant-hier, etc. Ça fait du bien. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça aussi, quoi, de pouvoir à un moment donné remettre les choses à ma propre temporalité.
même si j'ai la passion de l'actu et que je suis journaliste avant tout. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que on peut croire qu'en étant plus sur les réseaux sociaux, on perd le contact avec l'actualité. Et non, en fait, il y a beaucoup de façons de rester très bien informé. Moi, par exemple, je me suis abonnée à beaucoup de newsletters. Je me suis abonnée à beaucoup de podcasts d'actu. Je me suis abonnée à pas mal de médias aussi, donc j'ai les applications. Et finalement, c'est pareil, quoi. C'est aussi choisir la façon dont on a envie d'être informé. Tu lis le journal aussi, papier ? Papier, très peu. Hein. J'avoue que j'achète plus beaucoup de journaux papier. Mais voilà, je suis abonnée à Le Monde, à Mediapart, à Libé, à 2-3 médias comme ça, et je les lis sur mon téléphone, quoi. Et dans quel moment de ta vie tu as l'impression de gagner en confiance en toi ? Ces derniers temps, j'ai remarqué et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à atteindre cette prise de conscience, c'est que le sport, en fait, le fait de faire du sport, de transpirer, de faire un effort physique, de sentir ses muscles, ça me donnait vachement confiance en moi. Et c'est dingue parce que j'ai vraiment émis beaucoup de résistance sur le sport. J'ai très longtemps dit que j'étais pas sportive parce que j'étais nulle en sport entre guillemets à l'école. Juste que j'aimais pas ça et puis que voilà. Et en fait, je suis pas si nulle et en fait là je suis en train de découvrir à 40 ans que je peux courir. Je fais pas mal d'exercices et je sais que plus j'en fais, mieux je me sens. Qu'est-ce qui t'a fait grandir ces dernières années, Lorraine ? Les échecs. Les erreurs, il y a rien qui fait plus grandir que ça. C'est une super bonne nouvelle en fait, quelque chose qui se passe mal, même si c'est très difficile à entendre sur le coup. Et maintenant, je commence à avoir suffisamment de maturité pour me dire tiens, un coup dur, chouette, je vais en sortir différente, je vais en sortir grandie, je vais apprendre des leçons. J'ai vraiment eu ces sentiments-là. Donc tu n'as plus peur d'échouer aujourd'hui ? Beaucoup moins. Je me fous beaucoup plus la paix qu'avant. Je suis plus dans une position d'expectative tranquille. Genre, je suis curieuse de voir ce que l'avenir me réserve. Et d'ailleurs, j'ai aussi perdu cette... évidemment, dans mon travail au quotidien, quand je fais mes épisodes de La Poudre, quand je planifie mes podcasts, je continue à être très méthodique, très déterminée, avec un plan sur 6 mois, 1 an, sur comment je vais ressortir les épisodes, etc. Mais par contre, sur mon chemin de vie, je suis beaucoup plus ouverte. Et je vois plein de possibilités sans forcément avoir besoin de déterminer, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai là. Et ça, c'est vraiment agréable. Aujourd'hui, ton quotidien, il ressemble à quoi ? Quels sont, je sais que tu as beaucoup de projets, quels sont les principaux projets qui constituent ta vie, tes semaines ? Mon quotidien, il est chouette quand même parce que je suis complètement indépendante, autonome, quoi. Donc il y a encore pas si longtemps, j'avais encore un associé, des salariés, Là, j'ai plus personne. Enfin, j'ai une productrice avec laquelle je travaille, que j'aime beaucoup, mais on se fait une réunion par semaine. La plupart du temps, on est chacune chez soi en télétravail. Donc, mes journées sont entièrement à mon rythme. Et c'est génial. Tu te sens plus libre ? Ah ouais, c'est vraiment le bonheur. Moi, en tout cas, ça me correspond. Il y a des personnes qui ont besoin d'un open space et une machine à café avec des collègues et c'est chouette. Mais moi, vraiment, je crois que j'ai besoin de pouvoir, encore une fois, choisir ma temporalité, quoi. Et donc, il y a des journées où je peux littéralement passer 8 heures dans mon lit à lire, entrecoupé seulement de balades avec Robin au parc à chiens pour qu'il aille se défouler. Il y a des journées où je vais enchaîner, des cafés, des déjeuners avec des personnes, souvent des personnalités féministes avec qui j'entretiens des liens, avec qui on parle un peu militantisme. Parfois, il y a des journées où je vais entièrement me dédier à un appel, à une tribune, à une action plus militante, des mobilisations, passer plein de coups de fil. Enfin, mes journées se ressemblent jamais, quoi. Et puis surtout, il y a les jours où je fais mes interviews ou mes conférences au Carreau du Temple. Donc ça, c'est les jours où je performe. Et ces jours-là, ils sont chouettes aussi. J'aime bien en fait pouvoir alterner entre des journées où je passe ma journée en jogging et puis le lendemain je me mets une belle veste, un peu de rouge à lèvres et je vais au Carreau du Temple sur la scène présenter une chercheuse ou une militante. Et tu te les autorises aussi ces moments-là où ils sont peut-être plus de repli, d'introspection chez toi avec tes livres.
Est-ce que tu as toujours bien vécu ces moments-là ou est-ce que par moments tu culpabilisais peut-être de te dire on est en pleine semaine, je suis dans mon lit avec des livres, on m'a toujours dit qu'il fallait être productif, faire des choses. Est-ce que tu as toujours été OK avec ça? Ouais, vraiment. J'ai toujours eu ce besoin, en fait. Enfin, d'ailleurs, tu vois, quand je te décrivais la petite fille que j'étais, j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre avec des livres. Hein. C'est vraiment ma personnalité. Et comme j'étais pendant au moins 5 ou 6 ans au début de ma carrière, j'étais pigiste. Donc, je me souviens que même à l'époque où j'étais pigiste, donc j'étais toute jeune, j'avais 25-26 ans quand j'ai commencé, j'avais toujours une journée dans ma semaine qui était sacralisée. C'était ma journée de moi, ma journée de rien, quoi, où je devais pouvoir faire ce que je voulais, quoi, aller voir une expo, bouquiner, glander, rester chez moi, réfléchir, griffonner des trucs dans mon cahier. Je me suis toujours sacralisé ces moments-là. Et là, depuis peu, j'ai une maison à la campagne où je vais souvent toute seule. Et pareil, souvent les gens me disent mais t'as pas peur, tu déprimes pas dans ta maison toute seule à la campagne. Ça me fait rire parce qu'au contraire, je pense que c'est les plus grands moments de bonheur mais brut que je ressens quand il y a pas de bruit à part le chant des oiseaux et que je suis tranquille et que je mange à l'heure que je veux, je lis à l'heure que je veux, je dors à l'heure que je veux. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. C'est marrant, tu me fais faire presque une analyse, quoi. Je me rends compte que cette histoire de temporalité, elle est vachement importante pour moi, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte, la nature, justement? Tout, enfin, c'est la vie, quoi. Et en même temps, j'ai l'impression que je m'y agrippe à la nature. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois un paysage, une montagne, une forêt, une plage, j'ai l'impression d'agripper les derniers morceaux de quelque chose qui est en train de se déliter. Il y a aussi beaucoup de nostalgie nichée dans cet attachement que j'ai à la nature. Enfin, c'est difficile de regarder un arbre sans être extrêmement inspiré par ce que ça raconte, quoi, l'enracinement, la germination, l'élévation, l'aspect cyclique des choses. Donc oui, je pense qu'il y a une dimension aussi méditative et philosophique certaine dans mon lien à la nature. Et tu as toujours eu ce besoin d'aller te reconnecter à elle régulièrement? Moi, j'ai grandi à Orléans. Oui. Donc c'est un endroit qui est assez voilà, il y a la Sologne à côté, il y a des forêts. Donc j'ai toujours petite été me balader en forêt. C'est très naturel pour moi, quoi. Je pense que j'ai jamais cessé trop de le faire, à part pendant peut-être mes folles années de jeunesse parisienne, quoi. Lorraine, on a beaucoup parlé de toi parce que tes combats, notamment féministes et sociaux, tu les mènes au quotidien et il y a beaucoup d'interviews qui existent à ce sujet-là sur toi. Donc j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur qui tu es toi, en fait. Mais aujourd'hui, pour toi, l'enjeu principal du 21e siècle, quel est-il? L'écologie, évidemment. Avant le féminisme? Je pense, ouais. Mais je pense que c'est lié. Oui. Je pense que c'est lié et que... En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que le féminisme est bien plus qu'un simple mouvement destiné à libérer les femmes, en fait. C'est un rapport au monde, exactement. C'est un programme politique global. C'est une proposition de retournement radical de notre perception des choses, de tous les mécanismes, qu'ils soient sociétaux, économiques. Et évidemment qu'avec le féminisme, on peut sauver la planète, on peut sauver la nature, on peut inverser la courbe des dépenses énergétiques qui sont complètement délirantes. Enfin, tout le système d'exploitation minier. Enfin là, chaque jour, je suis un peu plus en colère. C'est-à-dire que là, on est en train d'envisager d'exploiter les fonds des océans ou la surface des planètes, les autres planètes que la Terre. Et tout ça, évidemment, c'est le fruit d'un système capitaliste, patriarcal, contre lequel le féminisme se bat. Sans parler du fait que parmi les populations qui vont être les plus touchées, enfin qui sont d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au futur comme si c'était pas maintenant, qui sont les plus touchés par le réchauffement climatique et par ses conséquences, ce sont déjà les peuples du Sud. Et parmi ces peuples, en majorité, les femmes, qui vont être les premières victimes, vraisemblablement, de la plupart des grandes sécheresses. Donc ça va avec, ces combats sont intrinsèquement liés. Et j'espère vraiment que il va y avoir un grand soubresaut
parce que l'urgence est quand même assez faramineuse, quoi. T'arrives à être positive quand même au milieu de tout. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le chaos. Mais c'est vrai que quand on passe sa vie finalement à être dans le militantisme comme tu l'es, peut-être que c'est très énergivore et on s'oublie soi-même et on n'arrive même plus à voir le bout du tunnel et la petite étincelle qu'il peut y avoir dans le ciel. Comment tu arrives à garder cet équilibre si tu arrives à l'avoir ? Ça dépend vraiment des moments. Je pense que c'est aussi en fait très souvent lié à mon humeur, quoi, à comment on se sent intérieurement. C'est fou, hein. On a aussi tendance quand on va pas bien à voir tout en noir autour, et puis dès qu'on retrouve un peu d'énergie, d'un seul coup, on arrive à entrevoir les touches positives qui nous entourent discrètement, habituellement. Donc en ce moment, je suis positive. En ce moment, je suis très emballée. Enfin là, ne serait-ce que depuis 2 jours, j'ai vu 2 collectifs antifascistes, féministes se créer. Il y a un collectif Stop Bolloré. Je sais pas à quel moment tu diffuseras l'épisode et je ne sais pas où en sera ce collectif à ce moment-là, mais ça s'est lancé il y a 2 jours et je trouve ça absolument génial. Des chercheurs et chercheuses et des journalistes qui dénoncent cette aberration du fait qu'un milliardaire notoirement raciste soit en train de complètement manipuler une élection présidentielle. C'est hallucinant. Et c'était hallucinant que personne ne dise rien. Peut-être parce que les autres médias sont aussi détenus par des milliardaires aux tendances franchement droitières, qui sait. Voilà, et de voir ce collectif se créer, j'ai fait « Ah, voilà !» Là, ça bouge. Et j'ai vu aussi qu'il y a un collectif aussi contre le sexisme politique qui vient de se créer. Voilà, il y a Fiona Texier et Alice Coffin qui l'ont annoncé aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment, je sens qu'il y a des choses qui s'organisent en fait, et que malgré désolée pour le boucan. Et que malgré tous les signaux extrêmement inquiétants, il y a énormément de résistance qui se met en place. J'ai de l'espoir à chaque fois que je reçois sur la scène du Carreau du Temple une chercheuse ou une militante écoféministe qui me parle de ce qui se passe dans certains campements de résistance à côté des centrales nucléaires, ce qui se passe dans des réunions Zoom dont on n'a pas forcément conscience, mais en fait des centaines de militantes à travers le monde s'échangent des stratégies et des réflexions. Donc en fait, il y a quelque chose qui est en train de se produire, à mon avis, d'assez profond et qui va finir par constituer une vague immense. J'en suis assez convaincue en ce moment. Laurel, la liberté, c'est quoi pour toi aujourd'hui ? La liberté, c'est un drôle de concept. Je viens de lire le dernier livre de Maggie Nelson, De la liberté, qui est passionnant. Moi, c'est vraiment la penseuse que je vénère le plus au monde. Et justement, elle montre que tout mouvement vers une liberté, c'est aussi la renonciation à certaines choses. Et voilà. Donc, la liberté, c'est un double mouvement, en fait. C'est-à-dire, pour atteindre un certain degré de liberté dans ma vie, j'ai dû renoncer à d'autres formes de liberté. Et c'est justement cette acceptation et cet équilibre à trouver entre les deux qui ressemble le plus, je pense, à ce que j'appellerais la liberté aujourd'hui. Dernière petite question, Lorraine, la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais donner aujourd'hui aux nouvelles générations ? Robin, qu'est-ce qu'il mange ? Un conseil aux jeunes générations. Déjà, je me sens pas du tout habilitée à donner des conseils à cette jeune génération pour laquelle j'ai de l'admiration en fait. Si je me permets de te prendre comme égérie de cette génération, vous êtes nés dans un monde tellement complexe. Les années 80, c'était déjà un peu tendu, mais être né en 2000, être né avec le 11 septembre, dans un monde où Internet est déjà là, où
le réchauffement climatique est devient un mur qu'on voit arriver à la vitesse d'un TGV, je pense que ça donne forcément lieu à une génération qui a une façon de penser, d'envisager le monde. Donc je peux pas avoir conscience, moi, presque boomeuse, quoi. Donc, si j'avais envie de donner un conseil, c'est plutôt faites-vous confiance, en fait, parce que je suis convaincue que toutes les clés sont en vous. Et que vous allez faire quelque chose de merveilleux de ce monde, parce que vous représentez vraiment l'avenir. Alors je veux pas non plus mettre trop de pression sur vos épaules, vous demander de nous sauver, etc. Mais oui, faites-vous confiance, croyez en vous, écoutez-vous, foutez le bordel aussi. C'est important de foutre le bordel. Désobéir. Ouais, beaucoup. Merci beaucoup Lorraine. Est-ce que tu as un mot de la fin, une citation ou autre à nous partager pour conclure cet épisode ? Je sais pas, ce que je dis à chaque fois, prenez soin de vous. C'est merveilleux. Merci Lorraine. Merci Victoria, merci à toi. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.